Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, vous vous doutez bien de notre sujet. On va parler de l'orgue de la cathédrale Saint-Jean-l'Évangéliste avec l'organiste en titre, Mario Coutu. Si vous voulez en savoir plus, écoutez l'orgue aussi. Suivez-nous. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Et ce, depuis 6 ans. Maintenant, vous pouvez vous joindre à nous, à l'équipe d'animation, Luc Archambault et Lucie Crevier, si vous voulez participer. Et vous pouvez aussi nous suggérer des entrevues ou des sujets. C'est facile. Vous nous écrivez à production@commercial studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour Mario Coutu. Bonjour Madame Crevier. Organisme ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, à Saint-Jean-l'Évangéliste. Exactement. Depuis combien d'années? Depuis 40 ans cette année. Oh. Depuis 1985. Janvier 1985, exactement. Félicitations. Merci. D'ailleurs, le diocèse m'a quand même un peu honoré cette année, puisque justement pour mes 40 ans de titulariat, j'ai été fait membre de l'Ordre du mérite diocésain. C'est ça, j'ai la médaille qui est à la maison et la petite épinglette que j'ai ici. Là. Alors, bon, c'est pas que je recherche les honneurs à tout prix, mais ça fait quand même plaisir d'être reconnu. Oui, félicitations. Puis surtout que vous êtes donné à fond. Hein. Vous avez commencé vos études en musique à l'âge de 9 ans? Oui, exactement. Autour de 9 ans. Et ça va peut-être paraître curieux pour quelqu'un qui est organiste aujourd'hui. En fait, mes toutes premières études musicales, c'était l'accordéon. Ah, je pensais que c'était le piano. Ça a suivi le piano aussi, là. Mais je dirais, 1 ou 2 premières années, c'était ce qu'on appelle l'accordéon piano. Là. Il y avait les boutons pour les accords du côté gauche et un genre de clavier là, à droite. Et puis, j'ai fait mes premières armes là-dessus. C'est d'ailleurs là-dessus que les premières fois où j'ai joué sur l'accordéon, mais par après, oui, mes parents ont acheté un piano et puis, j'ai pris des cours de piano pendant plusieurs années. Là. Le solfège et tout, puis vous avez fait aussi votre diplôme au Conservatoire royal de Toronto? Oui, ça c'est... Après, évidemment, j'ai poursuivi mes études avec l'orgue et puis, j'avais un professeur à Montréal qui avait l'accréditation, finalement, pour faire passer les examens du Conservatoire royal de Toronto. Alors, voilà, il m'a... la manière que ça fonctionnait, c'est un examinateur du Conservatoire de Toronto qui venait sur place et puis qui faisait passer les examens. Et voilà, c'est comme ça que j'ai eu le diplôme aussi. Oui, puis vous avez terminé avec très grande distinction. Oui, on avait écrit ça sur le diplôme. Oui. Il semble que ma note avait été assez bonne. Je m'étais forcé. Puis après ça, vous avez fait un doctorat en musicologie à l'Université de Montréal en 2008. Oui, ça a été plus tard un peu. Parce que je suis retourné à l'université. J'étais rendu dans la quarantaine à ce moment-là. Bon, évidemment, les prêts et les bourses ont favorisé ce retour aux études. Et puis, j'ai commencé par un bac. Et durant le baccalauréat, la piqûre de la recherche m'a attrapé. J'ai pas trouvé de vaccin, donc finalement j'ai continué. Oui, le doctorat qui a été le vaccin, là, mais donc j'ai continué à la maîtrise. Même quand j'étais à la maîtrise, mon directeur de recherche m'a proposé, il y avait une bourse spéciale qui permettait de faire
un passage direct de la maîtrise au doctorat sans avoir à rédiger le mémoire qu'on fait habituellement pour une maîtrise. Donc, j'ai fait ce passage-là. Et puis, voilà, oui, comme vous le dites, en 2008, je suis sorti de l'Université de Montréal avec un doctorat en musicologie, un doctorat avec une thèse dans laquelle j'avais travaillé beaucoup, étudié beaucoup tout le contexte du chant liturgique durant la première moitié du 20e siècle dans le diocèse de Montréal. Puis vous avez joué également des pièces de toutes les époques, depuis le début de l'orgue, depuis l'origine de l'orgue jusqu'à aujourd'hui. Oui, ça, vous savez, il y a parfois des organistes qui vont se spécialiser dans un répertoire plus que d'autres. Il y a les spécialistes de Bach, il y a des spécialistes de la musique ancienne, il y a des spécialistes de l'époque romantique. Moi, j'ai toujours essayé d'être un peu un généraliste. Je me prétends pas spécialiste d'aucune époque en particulier, mais j'essaie dans la mesure du possible de rendre justice à la musique de toutes les époques. Je pense que l'instrument ici le permet. C'est assez versatile pour ça? C'est un excellent point que vous mentionnez. Oui, effectivement, l'orgue de la cathédrale a cette qualité-là qu'on peut jouer de la musique de toutes les époques. On peut très bien, par exemple, faire quelque chose qui va sonner Renaissance. Vous voyez, on a l'impression d'entendre un peu un petit portatif orgue ou un orgue positif vers le 16e, 15e siècle. C'est un instrument d'une très grande polyvalence, l'orgue de la cathédrale. Puis on s'est parlé de l'année dernière de la restauration de l'orgue. C'est avancé cette année, hein? Il y a eu beaucoup de progrès. D'ailleurs, si vous vous souvenez bien, l'an passé, quand j'avais voulu illustrer ce qu'on fait avec le pédalier, j'étais arrivé un peu. Il y avait à peu près rien disponible, là. Alors, pour comparer avec l'an passé, vous voyez qu'on a pas mal plus de pouvoir. En fait, ce qui a été travaillé cette année, ça a été d'abord le premier clavier, qu'on appelle le clavier de positif. Vous vous souvenez sans doute, quand on a fait l'entrevue, j'avais joué, puis il y avait des notes qui ne fonctionnaient pas. Oh! Il y a beaucoup aussi, l'harmonisation a été retouchée un peu, donc ça lui donne un petit côté, je dirais, pétillant, là, comme un vin mousseux en quelque sorte. Et l'autre clavier qui a été retravaillé aussi, c'est le clavier qu'on appelle le grand orgue. Un peu comme le positif, il y a la même catégorie de jeu. Là, ce que je viens de jouer, c'est un plein jeu. Au grand orgue, on a la même chose, mais en plus profond un peu. Vous voyez que ça donne un beau, c'est impressionnant. Un beau résultat. Hein? Oui. Oui, ça, quand on s'est vu en juillet l'an passé, là, j'aurais pas. Le grand orgue, oui, il était encore en fonction, mais
il n'y avait pas cette espèce de lumière sonore qu'on peut entendre maintenant, là, parce que les jeux, d'abord, ont été nettoyés. Bon, on s'entend qu'avec les années, la majeure partie de l'instrument date de 1957, mais il y a certains jeux qui datent de 1903. Avec les années, donc, la poussière s'accumule et ça finit par altérer le son. Et ben aussi, les tuyaux, c'est pas éternel, là. Ça finit par s'user. Parfois, il y a des notes qui sont inégales. Et puis, bon, tout ça, ça a été retravaillé, réharmonisé. Les aigus ont été beaucoup retravaillés aussi pour leur donner toute leur brillance. Alors, comme avait dit un de mes amis musicologues, Paul Cadrin, la première fois qu'il a entendu un enregistrement, je diffuse quelques petits enregistrements sur Facebook, là, la première fois qu'il l'a entendu, il dit « C'est comme si cet orgue sortait du brouillard pour arriver en plein soleil. » Ça, c'est bon. J'ai trouvé l'image vraiment, vraiment très belle. Là. Puis la restauration n'est pas terminée, en plus? Non, parce que là, il reste encore le 3e clavier, le clavier de récit. D'ailleurs, bon, je vous l'ai montré tantôt avant l'entrevue. Vous avez vu qu'il y a des tuyaux qui sont sur les bancs là, oui, on va aller les voir, de chaque côté. Oui, on peut aller les voir. Vous voulez les voir maintenant? Ben, si vous voulez, oui. Ce sont ces tuyaux-là, ce sont les tuyaux, ce qu'on appelle la batterie d'anche du clavier de récit. Donc, la bombarde 16 pieds, la trompette 8 pieds et le clairon 4 pieds. Donc, on a le 16 pieds, le 8 pieds, le 4 pieds, 3 octaves. Et ce sont tous les tuyaux de cette section-là. Évidemment, là, ici, ils ne sont pas en mesure de parler, là, mais je peux vous confirmer, ils ont été réharmonisés. J'ai rencontré Jean-Sébastien Dufour la semaine dernière, quand il est venu accorder, et ils ont été travaillés. Maintenant, il reste à terminer les travaux au sommier, et puis les tuyaux vont être remis en place. Mais il va rester d'autres travaux, là. Ça, c'est une partie du clavier de récit. Mais il y a d'autres jeux aussi, bon, dont ce qu'on appelle le cornet, qui va être retravaillé. Bon, et voilà, c'est... Puis l'électricité a été refaite. Oui, il y a... Ça, c'est à l'autre bout du Zubé. On peut se déplacer. Il y a... Parce que c'est un orgue à traction électropneumatique. Hein? Alors, le contact entre la touche du clavier et la soupape qui s'ouvre et qui fait parler un tuyau, ben ce sont des fils électriques. Là. Et puis, quand ça arrive en dessous du tuyau, on a partout... On a des pièces semblables à ça qui sont des soupapes. Là. Bon, je pourrais pas donner une description technique aussi précise qu'un facteur d'orgue. Ce n'est pas ma spécialité, mais il y a des fils qui vont pour chacune des notes. Tout le filage a été refait. Ici, là, c'est impressionnant. Oui, oui. Puis ça, je crois, la partie en vert, je crois que c'est comme un genre d'électro-aimant. Alors voilà, ben, la même chose d'ailleurs avait été faite pour les autres claviers. Je vous parlais tantôt du positif et du grand orgue. Là aussi, ces soupapes-là ont toutes été refaites parce que ça finit par s'user aussi avec les années. Oui. Alors voilà, c'est une partie. Puis il va rester aussi, là je parle du clavier de récit, il va rester le 4e clavier, le clavier qu'on appelle de solo.
qui est situé, lui, en haut complètement de la rosace. Si on se déplace, là, pardon, si on se déplace au-dessus de la rosace, on voit qu'il y a comme une grosse boîte avec des volets à l'avant. Ce sont d'autres tuyaux qui sont là-dedans. Ça, c'est la plus vieille partie, je crois, hein? Oui, cette partie-là date, la mécanique date de 1928. Parce que pour faire un historique assez bref de cet orgue-là, il y a eu construction d'un premier orgue en 1903. Cet orgue-là a été agrandi en 1928, notamment par l'ajout de la section dont je viens de vous parler, le solo. En 1957, quand l'orgue a été reconstruit, on a conservé les tuyaux de 1903, mais on en a ajouté d'autres, et toute la section, les buffets, du récit, du positif, le grand orgue, la mécanique, ça a été refait. Les sommiers, ça a été tout refait à neuf. Alors, dans le fond, on peut parler d'un orgue qui date essentiellement de 1957, mais avec du matériau sonore de 1903 et en partie 1928 en haut. 3718 tuyaux. Approximativement, oui, là, j'ai pas la liste exacte sous les yeux, là, mais oui, c'est 53 jeux, donc chaque jeu a 61 notes. Quand on parle des jeux de clavier, il y a 61 notes. Dans le cas du pédalier, on parle de 32 notes. Et puis, il y a certains jeux aussi où on a parfois plusieurs tuyaux par note. Si je prends un jeu ici qu'on appelle la fourniture, bon, qui normalement n'est pas fait pour sonner tout seul, là. C'est un jeu qui sert à colorer. Regardez, je le mets pas, là. Je l'ajoute. Vous voyez comme ça vient ajouter de la luminosité. Ce jeu-là qu'on appelle la fourniture, bon, fourniture avec chiffre romain 4, ça veut dire que il y a 4 rangées de tuyaux. Ce sont des harmoniques qui viennent en quelque sorte colorer le son. Si on a ce son-là, c'est comme un vitrail sans lumière. On ajoute la lumière, une journée bien ensoleillée, et voilà. C'est ce qui donne la grandeur du son à un orgue. J'ai remarqué aussi une chose qui m'a impressionné, c'est vos chaussures. Vous avez des chaussures d'organiste, des chaussures à semelle mince. À semelle mince, oui, mais si vous observez bien, grand talon. Les talons sont un peu plus hauts. Je dis des fois à la blague, c'est pour me permettre d'être un plus grand organiste, là, mais en fait, sérieusement, la raison des talons plus hauts, c'est que on a souvent à faire au pédalier des mouvements pointe-talon. Alors, ça facilite le mouvement, tout simplement. Alors oui, c'est des souliers vraiment conçus pour faciliter le jeu à l'orgue. J'avais fait... il y a une boutique spécialisée d'ailleurs au Massachusetts, Organ Master Shoes. J'avais fait durant l'été, je pense en 2024, j'avais fait un petit road trip. J'étais allé faire un tour jusque-là parce que mes autres souliers commençaient à être usés à force de jouer. Hein. Oui. Alors voilà, j'étais allé faire un tour là. Puis j'en suis bien satisfait. Vous nous avez préparé une pièce aussi? De Bach, je crois? Ben, je me suis dit oui pour faire ressortir un peu
les progrès qui ont été faits, parce que vous vous souvenez que la dernière fois, quand j'avais voulu jouer, j'avais dit, écoutez, je suis bien limité, là. Mais je me suis dit, tiens, aujourd'hui, comme on est également à l'approche de Noël, pourquoi pas faire entendre ce qu'on appelle, dans le jargon d'organiste, ce qu'on appelle le grand plein jeu 16 pieds. Autrement dit, j'ai des jeux de 8 pieds, 4 pieds, 2 pieds, plus la fourniture dont je vous ai parlé tantôt. On ajoute même un 16 pieds. Ça donne une sonorité d'une grande ampleur. D'autant plus que j'y ai aussi ajouté le plein jeu du positif. Et puis, pour doubler tout ça, j'ai ajouté ce que j'avais pas la dernière fois au pédalier, la bombarde 16, un jeu d'ange, un son qui gronde un peu, là, qui a d'ailleurs été retravaillé, réharmonisé cette année, et qui soutient admirablement bien le son de l'orgue. Et puis, j'ai même ajouté un jeu de 32 pieds, vraiment le son le plus grave que l'orgue peut donner. Alors, voilà, dans un choral du temps de Noël, In Dulci Jubilo de Jean-Sébastien Bach. Alors, voilà ce que donne, même avec une restauration encore à compléter, mais là, j'utilise les jeux des 2 claviers qui ont été travaillés, plus la pédale qui a été retravaillée. Alors, voilà ce que ça donne. Bravo. Merci. Félicitations. Alors, c'est en quelque sorte
On est le 22 décembre aujourd'hui. C'est en quelque sorte un prélude à la joie de Noël qui approche. Hein. C'est d'ailleurs probablement que c'est le genre de pièce que j'aime bien faire à la sortie d'une messe pour Noël. Là. Ça éclate un peu et puis comme je vais vous conter une petite anecdote de mes années d'études. Raymond Daveluy, avec qui j'ai étudié, parfois à l'Oratoire Saint-Joseph, quand il y avait une grande célébration, il y a une pièce à l'orgue qu'on appelle la Toccata de Vidar. Bon, c'est souvent une pièce de sortie que les organistes aiment bien faire à la fin d'une grande célébration. Puis, il disait à la fin d'une messe, bon, aujourd'hui, là, c'est un cas de toccate de Vidar. C'est dynamique. Alors, pour parodier un peu ça, je dirais, un grand plein jeu 16 pieds, oui, c'est tout à fait approprié pour une sortie de messe de Noël, là. Ce qui m'impressionne aussi, M. Coutu, vous pratiquez tous les jours? Pratiquement tous les jours. J'ai pris l'habitude peut-être le dimanche de prendre congé un peu parce que je viens jouer le matin, mais presque à moins d'empêchement. Des fois, il arrive qu'il y a d'autres activités, mais oui, en fait, quand on veut garder la forme comme musicien, un peu comme dans le sport, hein, il faut s'entraîner régulièrement. Et puis, je vais vous raconter ce que disait un jour le grand violoncelliste Pablo Casals, qui est mort dans les années 70. Je pense qu'il avait 97 ans. À 90 ans passés, on lui demandait pourquoi vous vous exercez encore tous les jours? Il dit, parce que je veux m'améliorer. Alors, voilà, c'est un peu la même chose. Non, il faut parce que si on pratique pas, à un moment donné, on finit par se rouiller. Oui. Puis, dans le fond, la beauté de ça aussi, à une certaine époque, j'ai eu d'excellents maîtres, dont Raymond Daveluy, dont je vous parlais tantôt, mais il y a eu aussi Anthony King, il y a eu Philippe Crozier. Puis, curieusement, aujourd'hui, avec l'Internet, même si, à l'exception de Philippe Crozier, les autres ne sont plus de ce monde maintenant, mais aujourd'hui, avec l'Internet, j'écoute souvent des enregistrements. Puis aujourd'hui, curieusement, des fois, j'apprends en écoutant des plus jeunes que moi. Comme quoi, la musique, ça ne cesse jamais d'évoluer, puis on s'influence les uns les autres. Oui. C'est une des beautés du monde de la musique aussi. J'imagine que pour l'inauguration de l'orgue, vous nous préparez un petit concert? Oui, effectivement. En fait, il va y avoir très probablement une célébration de bénédiction de l'orgue, et puis suivi d'un concert, oui. Un concert où je vais, dans la mesure du possible, tenter de faire ressortir les différents aspects de cet orgue-là. Sa capacité à bien sonner pour la musique baroque, entre autres, mais aussi pour le répertoire romantique, si on veut faire, par exemple, un peu ce qu'on appelle les fonds 16-8-4, là, je vais mettre du pédalier avec ça, par exemple, là. Alors, si je veux faire... Jusqu'à présent, justement, je vous ai fait entendre surtout des sons très forts. Puissant, oui. Mais l'orgue peut aussi aller dans une très belle douceur, là, justement, à l'approche de Noël. Voilà ce qu'on peut faire.
ça se termine d'une façon très douce. Pensez-vous que l'inauguration de l'orgue va se faire en 2026? En principe, oui, parce que les travaux devraient normalement se terminer cette année. Bon, là, ça a été un peu plus tranquille les 2 derniers mois parce que, les ateliers Belle Avance qui font les travaux sur cet orgue-là, Jean-Félix Bellavance et Jean-Sébastien Dufour sont passablement occupés parce que, évidemment, toutes les paroisses veulent faire accorder leur orgue pour Noël. Hein. Alors, d'ailleurs, Jean-Sébastien Dufour est venu la semaine dernière accorder ici, justement. Mais là, à partir de janvier, oui, ils vont revenir pas mal à temps plein, là. Parce que, je vous ai mentionné les deux sections qui restent à travailler, mais il reste quelques travaux d'ajustement aussi à faire dans la console. Voilà. Normalement, je peux pas déterminer encore la date, mais c'est à peu près sûr à 99% que ça va être en 2026. Qu'on attend votre annonce sur l'inauguration pour qu'on puisse venir au concert. Ça va de soi que ça va être annoncé, oui. Puis, évidemment, sûrement dans les journaux, par tous les canaux possibles. J'entends bien en parler aussi sur ma page Facebook. Là, d'ailleurs, j'ai pas pu résister à... Je me suis dit, même avant qu'il soit fini de restaurer, depuis quelques mois, là, je publie régulièrement des petits enregistrements sur ma page Facebook. J'en ai mis justement un en ligne cet avant-midi. Là. Fait qu'il faut garder Mario Coutu, organiste. Ouais, je suis pas listé. En fait, curieusement, c'est parce que j'ai 2 pôles dans ma vie. Hein. La musique, en plus de mon travail, évidemment, à l'Office national de liturgie, là, dont je vais prendre ma retraite l'an prochain. Mais l'autre pôle de ma vie, ça, c'est un loisir personnel, la radio amateur. Oui. Je sais pas si je vous en avais déjà parlé. Oui, votre conjoint est radioamateur, donc on se connaît sur ce plan-là aussi. Alors, qu'est-ce que je voulais dire avec tout ça? Oui, ma page Facebook, évidemment, il y a beaucoup d'organismes, mais il y a beaucoup de radioamateurs aussi. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait encore, mais je prévoyais publier un petit vidéo avec un souhait de joyeux Noël en code morse. Oh, à l'orgue? À l'orgue. Alors, attendez une minute, là, je vais mettre quelque chose qui va sonner un peu... Ce que je viens de faire, là, c'est Joyeux Noël en code morse. Wow. Ceux qui ont déjà étudié le code morse vont avoir reconnu ça. Normalement, je fais pas ça à l'orgue, là, mais les paroissiens se demanderaient bien ce que je suis en train de faire. Ils appelleraient l'ambulance pour me faire interner, là, mais... Non, c'est un des pôles de ma vie aussi, à part la musique. Là. Donc, vous vous ennuyez pas? Non. Puis en même temps, ce qu'il y a de bon là-dedans, c'est que cet aspect-là, ce loisir-là de la radio amateur, ça me permet aussi de changer de monde. On est dans un monde plus technique, de communication. Oui, et ça ouvre des horizons aussi. Également, oui, parce qu'on fait des contacts, on peut faire des contacts un peu partout dans le monde avec des ondes radio. Là. Puis, je me suis fait beaucoup d'amis aussi comme ça, certains que je connais depuis près de 40 ans. Wow. Je vous remercie, M. Coutu. Ça a été vraiment un survol ou un envol extraordinaire pour connaître un peu plus l'orgue et l'instrument qu'il y a ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, à la cathédrale. Disons que quand on s'est rencontrés en juillet 2024, on était bloqué au bout de la piste. Là, disons qu'on est en train de prendre de la vitesse. Et là, ça va être V1, V2, rotation, l'envol en 2026. On a hâte d'entendre ça. Ceux qui m'entendent parler un langage typique de l'aviation, je dois dire que les avions, ça a été longtemps l'une de mes passions aussi. Oh. Merci. Ça me fait plaisir. Merci.
Bien, merci tout le monde. Merci. Surtout, c'était notre cadeau de Noël, notre dernière de cette année 2025. Puis on se revoit en 2026. Ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine!